Aujourd'hui, on se situe au cœur des Alpes, le plus haut sommet d'Europe occidentale. On se situe dans l'une des plus emblématiques stations de ski du monde, Chamonix-Mont-Blanc. Entre ses pistes de ski renommées et ses points de vue panoramiques, Chamonix est bien plus qu'une simple destination touristique. C'est un carrefour où se rencontrent la nature et l'aventure. Aujourd'hui, on va aller voir la mer de glace. Le plus grand glacier de France, l'un des plus grands glaciers d'Europe, qui menace énormément de fondre, qui est situé au massif du Mont Blanc. Et donc on va monter. Je suis venu quand j'étais petit et on va voir comment il était. Et on va voir comment il est maintenant. Moi, je suis Emmanuel Salim, donc je suis maître de conférence à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Moi, je travaille principalement en termes de recherche sur la question du tourisme et du changement climatique. Ce qu'on observe à l'échelle globale, parce que ce que je vais dire n'est pas que lié à la mer de glace, c'est qu'on a vraiment une réduction drastique des glaciers alpins, des glaciers à travers le monde d'ailleurs. Une réduction très très rapide qui s'est vraiment accélérée à partir des années 80. Elle s'étend sur 7 km de longueur. Mais aujourd'hui, la mer de glace est en danger. Ce glacier, ce géant de glace qui a gravé la mémoire humaine en son sein, ne fait que fondre depuis le milieu du XXe siècle. En 30 ans, elle a perdu 2 km de longueur et plus de 100 mètres d'épaisseur. En 3 ans, elle a perdu plus de 30 mètres d'épaisseur. Et le fait que la mer de glace est perdue très rapidement en épaisseur et en longueur a vraiment changé la manière dont il était possible d'accéder au glacier. Moi, je trouve les mamies-papis qui viennent au camping, ils viennent pour montrer un glacier aux petits-enfants. Et la plupart que j'ai vu, ils disent qu'il y a 40 ans, ils descendent le train, le glacier c'était là. Moi, je le dis, va voir, il revient avec les larmes dans les yeux parce que là, avec les 690 marches qui descendent, la plupart de mamies-papis, ils ne sont même pas capables de faire ça. Mais depuis, ils ont rajouté la cabine qui descend en bas, mais je pense que les mamies-papis, ils vont montrer à les petits-enfants un glacier avant qu'il n'y ait plus de glacier. Love will come, love will go. But when you're strong, you never ask why. But can you learn to love your weakest side? Little sad eyes. I see you carry on. Je m'appelle Sally, je travaille ici depuis 2018 en tant que réceptionniste. Et Tiffaine, du coup, je suis aussi réceptionniste ici depuis l'été dernier, seulement pour la saison d'été. Il y a les deux aspects. Il y a les gens qui sont conscients de ce qui se passe, du réchauffement climatique et tout, et qui ont envie de montrer ce que c'est qu'un glacier avant qu'il n'y en ait plus. Et il y a aussi les gens qui n'en ont absolument pas conscience, parce que c'est vrai qu'on en rencontre quand même un paquet. Des gens ce qui se comprend, parce que quand on ne vit pas là et qu'on ne l'a pas sous les yeux, on ne s'en rend pas forcément compte. Non, mais c'est une question d'éducation, ça. Oui. Je pense que globalement, on a un gros problème au niveau mondial, au niveau de l'éducation à l'écologie. On n'en serait pas là sinon, déjà. Moi, je trouve que c'est un peu con de creuser ils creusent dans le glacier qui est déjà fragile pour mettre les gens dedans pour regarder le Ice Cave. Je trouve que ça, c'est un peu con. Apparemment, elle a perdu 30 mètres dans 2 ans. C'est pas suffisant. Selon moi, je pense qu'on pourrait faire plus.
Le problème des compagnies qui font énormément d'argent avec beaucoup d'actionnaires, c'est que il y a une pression financière qui fait que les investissements vont ailleurs, notamment dans l'investissement pour les canons à neige, pour que ça perdure, pour faire perdurer le truc le plus longtemps possible. Et même s'il y a quand même une volonté de sensibiliser les gens à l'écologie et au réchauffement climatique, c'est peut-être pas suffisant. Ouais, je pense que c'est pas la priorité. Pendant des décennies, la montagne, ça a été Evelyne Delia qui, la veille des vacances de Noël, nous dit météo des neiges, c'est bon, il neige demain. Et une communication qui était exclusivement axée sur la montagne n'existe, que ce soit économiquement ou en termes d'usage, que par le ski alpin. Je suis Vincent Néringue, je travaille à Montaigne-Wilderness depuis plus d'un quart de siècle maintenant, où j'étais bénévole avant d'ailleurs. Montaigne-Wilderness, c'est une association, loi 1901 française, et la seule association en France à ne s'occuper que de protection de la montagne sur l'ensemble des montagnes de France, à être agréée pour la protection de l'environnement sur l'ensemble du territoire national. Et pour moi, tout ce que j'ai pu retirer de ce que je connais de la montagne, et ça c'est un truc qui est tout petit, c'était pas seulement d'avoir fait le sommet ou le col ou que sais-je encore, c'était vrai, ou d'avoir vécu une expérience, ça a toujours été l'ensemble du milieu montagne qui m'a passionné. On peut pas empêcher les gens de venir à la montagne. Le problème, il est pas là, le problème il est je pense de nos jours, c'est les choses instagrammables qui tuent des endroits comme ça, qui font qu'il y a une surfréquentation, un surtourisme. C'est inévitable, le glacier c'est fini, il est en train de fondre, il va pas se refaire quoi, on le sait. C'est un site touristique d'importance majeure, donc ça veut dire qu'il y a une inertie économique aussi derrière. On peut pas demain décider de ne plus y aller ou de l'abandonner. Plus intéressant d'arriver à justement se servir de ça pour éduquer les gens. Mais il faut trouver le moyen de le faire pour que ce soit pertinent et que ça intéresse. En parallèle de cela, on a aussi bien observé qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent sur ces glaciers, on voit qu'elles viennent aussi avec l'idée de mieux comprendre ce que signifie le changement climatique. On voit que c'est vraiment une motivation qui maintenant est importante. L'idée de comprendre les processus en œuvre, et puis aussi l'idée de constater. On a beaucoup de personnes qui nous ont dit venir autour de la mer de glace, par exemple, avec cette idée de concrètement voir ce que le changement climatique veut dire et ce que le retrait glaciaire implique réellement, quoi. Comme l'aiguille du Midi, elle a fait 17 degrés cet été. 17, elle n'a jamais fait 17 degrés à l'aiguille du Midi. Ouais. De toute façon, ils ont encore battu des records. C'est un record, ouais. L'été 2024, le plus chaud de tous les temps. Et on bat le record de quelle année? Celui de 2023. 2024, là, ça fait, je sais pas, 13 ou 14 mois qu'on bat tous les mois le record absolu de température en Europe. Tous les mois. En fait, c'est obligé de changer parce que, par exemple, les glaciers reculent. Maintenant, si tu veux aller t'approcher du glacier des Bossons, tu n'auras pas la même vue. Tu n'auras pas la même vue quand tu vas aller faire la jonction maintenant que quand tu l'as faite il y a 10 ans, quoi. Tu touches plus le glacier. Donc forcément, je pense que les sentiers changent. Et la prise de conscience que nous impose le changement climatique, finalement, c'est la résultante, quoi. Parce que là, chacun sait qu'on ne peut pas ne rien faire ou imaginer que ça va continuer. Et vous demandiez pourquoi ça continue comme ça, est-ce que c'est des intérêts économiques cachés ou je ne sais quoi? Il y a de l'intérêt économique parce que ça rapporte toujours à quelqu'un. Y compris, on fait monter les hôtels en gamme, on fait monter les prix des forfaits, il y a moins de monde, mais de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui vient et qui paye. Économie, ça c'est le sommet, c'est pas le bas d'une station en fin mai, hein. C'est le sommet d'une station le 1er janvier. Je dis ça, ok, techniquement on skie, mais vous le vendez pendant combien de temps et à quel coût et à qui? Si c'est ça l'avenir de l'économie de montagne, on va pas aller très loin. Et c'est pourtant ce qui se passe déjà aujourd'hui. C'est facile de faire venir les gens, c'est facile de vendre, hein. Quand on sait vendre, on peut tout vendre.
Non, mais je lui dis, ça, vous le vendez combien de temps? Allez, on met ça sur les agences de voyage, on met la photo. Voilà ce qu'on vous vend. Vous y allez, vous? Vous payez combien pour aller faire ça? Vous prenez l'avion pour venir du bout du monde faire ça? Et c'est pourtant c'est pas ce qui nous menace, c'est ce qu'on vit déjà aujourd'hui. Parce que des photos comme ça, j'en ai plein. Et dans tous les massifs, pas seulement à basse altitude. Des Valto, qui sont pourtant la plus haute station d'Europe, qui ne peuvent pas ouvrir à Noël, ça arrive. Je vous ai cité les exemples des arcs de la Plagne, qui ne peuvent pas ouvrir leur point culminant, qui ne peuvent plus ouvrir leur point culminant. C'est pas demain, c'est pas de la c'est pas de la dystopie, c'est aujourd'hui. Les bandes de neige comme ça, on en a tous les hivers dans tous les massifs. Et les skis, les JO d'hiver, c'est ça qui vont ressembler. Pour parler d'héritage, quel héritage on va avoir? J'étais avec Perrine Pellen jeudi soir. Elle nous dit c'était génial, les JO, ça permet de faire les grands événements sportifs, permettent d'avoir de gagner 30 ans sur tout un tas d'infrastructures qu'on n'aurait pas. Super, les JO d'Albertville 92. Qu'est-ce qu'on a comme héritage? 2 fois de voies en parenthèse et une autoroute en moyenne. Et on nous balance les 2 régions et l'État, on fait les JO. Pas d'information, pas de débat, pas de réflexion, rien. On fait les JO, c'est un très mauvais signal, ça fait un peu schizophrène, quoi. Les JO, peut-être. Bon, en tout cas, c'est pas ce qu'il y avait de mieux à rêver pour aller dans le sens des transitions, en tout cas. Je suis Jean-François Coulombe, je suis député de la Savoie, de la 4e circonscription qui compte Chambéry parmi les villes les plus importantes. Et donc je suis un élu de montagne à ce titre-là. Et c'est à ce titre que je me suis intéressé à la question des Jeux Olympiques de 2030. Je suis donc Xavier Roseraine, je suis député de la Haute-Savoie. Quand on est dans la vallée de Chamonix, qu'on voit les glaciers qui disparaissent, on a le réchauffement climatique qui est frappant. On sait en plus qu'en montagne, le climat se réchauffe 2 fois plus vite qu'au centre de la France. Donc on voit vraiment le réchauffement climatique. Et moi qui suis né dans la vallée de Chamonix dans les années 70, j'ai bien vu la disparition des glaciers. Eh bien pour nous, il n'y a pas une antinomie à aller développer le tourisme de montagne. On est bien évidemment pour, de partager un environnement naturel auquel nous sommes, je crois, on en a discuté, très attachés. Mais on peut partager cette ressource merveilleuse qui est la montagne en la respectant, parce que la très grande majorité des amoureux de la montagne, ce qu'ils aiment dans la montagne, c'est pas le béton, l'acier, les constructions et avoir des services que l'on retrouve dans les zones urbaines. Ils viennent là pour couper, en quelque sorte, avec le tumulte de la ville. Moi, je pense qu'on peut tout à fait avoir une démarche de sanctuarisation de tous ces sites remarquables, et encore une fois, qui sont d'une très très grande fragilité, on y reviendra, mais la mer de glace a entamé une fonte depuis maintenant une 30aine d'années, liée au réchauffement climatique. La mer de glace, elle a perdu quasiment 120 mètres en hauteur. On voit qu'elle va reculer encore, elle ne disparaîtra pas parce que ça fait partie des glaciers qui resteront. Mais la partie, quand on est au Montanvert, peut-être qu'elle sera de moins en moins visible. Et je pense qu'il faut profiter des gens qui viennent visiter la mer de glace pour justement les sensibiliser au réchauffement climatique. Donc il ne faut pas opposer systématiquement le tourisme et la mer de glace. Et quand on regarde le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, ce n'est pas à l'échelle de Chamonix. Les gaz à effet de serre, il faut les réfléchir au niveau de la France et après au niveau mondial. C'est la production de masse et la consommation de masse qui entraîne aujourd'hui la disparition de la biodiversité et de nos ressources naturelles. Un environnement qui est en train d'être bouleversé, qui est bouleversé devant nos yeux, qui nous rend comptables et responsables vis-à-vis des générations qui viennent, la vôtre, de la préserver pour vous préserver et un environnement et un espace de vie, en quelque sorte, qui soit exempt de saccage. Et on a des pouvoirs publics, des politiques que je dirais fanatiques du business. Moi, je crois que les gens qui sont promoteurs de ce type de projet, on peut leur prêter beaucoup de défauts, mais pas la bêtise. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont conscients, qui sont informés, qui sont détenteurs de tous les éléments qui leur permettent d'apprécier une situation. Mais ils ne le font pas pourquoi ?
alors qu'ils ont tous les éléments, finalement, ils ont les prémices, mais au lieu d'en tirer les mêmes les conséquences que les citoyens qui sont vigilants, les éco-vigilants de l'environnement, ils en tirent les conclusions absolument opposées, inverses. Pourquoi ne le font-ils pas? Parce que dans leur hiérarchie des normes, c'est le business first, l'argent d'abord. Mais il y a une forme de corruption qui les pousse à mettre tout en haut de la hiérarchie de leurs normes le fric, le pognon. C'est ridicule et c'est criminel à la fois. Alors bien évidemment, aujourd'hui, les lois françaises et les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont pas permis de mettre un coup d'arrêt à ces projets inutiles et ruineux. On ne peut pas compter sur ces gens-là pour défendre, ne serait-ce que d'un bout d'ongle, l'environnement. Nous sommes dans une forme de cataclysme écologique et environnemental, les deux. Des vieux politiciens du monde d'avant qui, au lieu d'imaginer que nous pourrions nous adapter au monde qui vient, cherchent à convertir le monde qui est actuel à celui qu'ils auraient aimé qu'il soit. Donc il faut se faire voir, il faut protester, il faut interpeller tous ceux qui, de mon sens, sont des politiciens criminels contre la nature, criminels contre l'environnement. Et cette interpellation, nous, on espère bien qu'au bout du compte, elle va en faire plier certains, en faire douter certains, sur le fait qu'ils ne considèrent que les choses sous le plan budgétaire, financier. Mais je pense que si on fait preuve d'intelligence collective, là aussi, on peut partager cet environnement précieux qu'est la montagne, en faire un usage raisonné, partagé, démocratique, c'est-à-dire que la montagne puisse s'offrir, en quelque sorte, à toutes et tous, quelles que soient leurs conditions de revenus, et dans le respect total de notre environnement. Avec la fonte du glacier des Bossons, Plus les orages. et le recul du glacier, on a un débit dans le torrent qui est 3 fois plus élevé que par rapport à l'année dernière. Parce qu'il y a eu un changement, en fait le cours d'eau a été dévié simplement du fait du recul du glacier. Ils ont aussi vidé une poche glaciaire l'année dernière, ce qui a fait que ça a modifié la topographie. Et que maintenant, du coup, on a toute l'eau du glacier qui arrive dans notre torrent et le lit du torrent est trop étroit. Et du coup, on a dû évacuer 2 fois pour risque de crue. On atteint vraiment la limite. Donc la mairie de Chamonix doit faire des travaux rapidement. Sinon, la préfecture ne veut plus qu'on exploite le camping ici, pour des raisons de sécurité. Nous, ce que ça engendre ici sur le camping, c'est une énorme modification parce que le lit du torrent va être agrandi, ils vont construire une digue. Donc ça va empiéter sur le terrain énormément. De ça, il en découle qu'il faut qu'on démolisse notre bloc sanitaire, qu'on en reconstruise un nouveau. Donc c'est des coûts financiers énormes. Et pour l'instant, on n'a aucune certitude d'avoir des indemnités quelconques de la part de la mairie ou de la préfecture. On a, le ministre Béchu avait mis en place le 3e plan d'adaptation au réchauffement climatique. Parce qu'il y aura des impacts qui seront importants et il faut un plan national pour dire comment on va pouvoir aider et transformer toutes nos montagnes par rapport au réchauffement climatique. Donc il faut simplement s'adapter. Forcément, les collectivités investiront pour aider, mais un privé ne sera pas aidé systématiquement parce qu'on a un problème de réchauffement climatique et parce qu'il y a une zone effectivement qui sera plus fréquentable. Donc ils se déplacent. Oui, ils se déplacent.
Ces Jeux Olympiques d'hiver présentent de nombreux points d'inquiétude, tant sur le plan environnemental que sur le plan budgétaire, que sur le plan démocratique. Ensuite, bien évidemment, beaucoup d'associations de défense et de préservation de l'environnement sont contre ce projet parce qu'il constitue une véritable atteinte à l'environnement. La particularité des JO, c'est que ça appartient au gouvernement français de poser la candidature de la France. Et c'est bien le gouvernement français qui apporte la garantie financière de savoir si on fait ou pas les JO. Donc, c'est forcément pris par une petite quantité de personnes. Ce qui est certain, c'est qu'on sait très bien, et on le voit, que ce soit les JO d'hiver ou les JO d'été, que les JO ne peuvent plus être comme ils ont été sur les 20 ou 30 dernières années. Donc on se rend compte que là, on va avoir un impact territorial très important avec des infrastructures qui seront composées, comme toute construction humaine, de béton, d'acier, de bitume. Et je pense qu'ils peuvent quand même rester durables à condition qu'on en profite pour gérer la mobilité, comment vont venir les gens aux JO, qu'on ne fasse pas des infrastructures qui soient obsolètes après ou qui ne soient pas réutilisables, et qu'on fasse les investissements à l'endroit où on continuera à faire de la neige. Et je pense que dans ces conditions, on peut le faire. On a globalement un rejet de l'ensemble de ces investissements qui sont faits que pour quelques semaines. Et ça se comprend. Donc c'est pour ça que les JO de 2030 peuvent être différents, et je pense qu'ils doivent pouvoir être respectueux de l'environnement. Mais enfin, je ne crois pas que ce soit la préoccupation du CIO, ni de ceux qui se présentent comme co-organisateurs de ces Jeux Olympiques 2030, puisque, petit aparté, lorsque la discussion sur l'empreinte écologique de ces Jeux Olympiques a été faite en conseils régionaux, et au conseil régional de Rhône-Alpes, eh bien, le président Wauquiez s'est un peu mis en colère en disant que les associations qui mettraient des bâtons dans les roues, comme Mountain Wilderness et d'autres, en demandant à ce qu'il y ait des clauses très strictes de respect de l'environnement et du bilan carbone, eh bien, il a tout simplement réagi en menaçant de leur supprimer toute subvention régionale. Aujourd'hui, on est donc sur une estimation des Jeux à 2,5 milliards de travaux. Donc ce Premier ministre vient nous dire sur tous les médias, sur tous les plateaux télé, qu'il va falloir faire d'énormes économies parce que la France est dans un état de quasi-ruine. Donc bien évidemment, vous voyez que de l'argent, il n'y en a plus pour les services publics, mais pour organiser les Jeux Olympiques, alors là, que ce soit les Jeux Olympiques 2024 ou les Jeux Olympiques de 2030 dans les Alpes, là, on dispose d'une quantité d'argent pratiquement illimitée. Alors, bon, naturellement, je suis très très optimiste. Par contre, ça se réchauffe et ça se réchauffe très vite. Donc, oui, les glaciers vont continuer à reculer, mais la montagne s'est toujours adaptée. Donc, il faut que les montagnards continuent à s'adapter. Les guides de haute montagne s'adaptent à la météo, ils s'adaptent maintenant au risque climatique, donc ils continueront à s'adapter. Donc, il y a vraiment un volet adaptation très important pour dire qu'on continue à vivre du tourisme en étant respectueux de l'environnement dans la montagne. Nos montagnes resteront très très belles parce qu'on aura quand même des neiges éternelles. Et donc sur ce côté-là, je suis assez optimiste. Par contre, il faut que globalement, au niveau France et au niveau mondial, on diminue vraiment les gaz à effet de serre pour essayer d'atténuer au maximum. On peut s'adapter, mais si en parallèle on arrive à atténuer un petit peu, on pourra avoir des effets qui soient un peu moins violents. Then they put you on trial. I was just a young child. Gave you 25 to life, all these years gone by. And you never asked why. All you did was pray to God, all you did was wait your time. Now you about to come home. And I'm about to have a child, it's gonna be worthwhile. It's gonna be worthwhile. Remember nights I cried, now we at the finish line. You was only 21 with a son on the run, no. You was living in the jungle. Got charged for a murder and some weed and a gun, no. You was moving like Rumbo. Did your time like a champ, never rumble. You was on the wrong path, you was young, though. You ain't never let it break you, stay humble. We see the light at the end of the
the tunnel. I see the fire and the pain in my mama's eyes. I was just a little boy, I always wondered why. Cause you couldn't help raise me by her side. I was taught to speak the truth and never tell a lie. But I know you wasn't capable of homicide. You was just a real always down to ride. I thank God that he gave you a second time. You got caught up in the field, but you still alive. For the fam, yeah, I know you never jeopardized. All the time that you did it only made you wise. Collect call 30 seconds, yeah, I love you. Learned a lot of life lessons from my uncles. This a letter to my pops up top, and it's still cops. I don't eat pork chops, no. ISO, we got the city on lock, it's going down, young jock, yeah. Then they put you on trial. I was just a young child. Gave you 25 to life, all these years gone by, and you never asked why. All you did was pray.